Salut à tous, aujourd'hui dans Le Solaire chez vous, je vous propose de partir en direction du centre de la France et plus précisément dans le département d'Indre-et-Loire où nous attend Cyril. Il va nous présenter son habitation et son installation photovoltaïque et ses particularités. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton habitation? Bonjour à tous, je m'appelle Cyril, j'ai 35 ans, je suis ingénieur en système ferroviaire. Je vais vous présenter notre maison bioclimatique qui se situe en Touraine. À part la RT 2005, nous n'avions aucune obligation de certification énergétique ou de label particulier. En effet, le permis a été déposé avant fin 2012. Mais pour autant, nous avons quand même conçu la maison de manière à consommer le moins possible et comme vous le verrez dans la suite de la vidéo, les performances de la maison sont au rendez-vous. Pourquoi avoir choisi l'autoconstruction pour cette maison? C'est une maison que nous avons étudiée, imaginée et construite nous-mêmes, de manière à consommer le moins possible et de profiter au mieux du terrain et du soleil bien sûr. Nous avons choisi l'autoconstruction car nous voulions des matériaux efficaces, isolants, mais aussi ayant une inertie thermique intéressante. Après quelques recherches, une des solutions qui nous convenait était le béton cellulaire, notamment avec les blocs de 50 cm d'épaisseur. Ces blocs ont une résistance thermique de 5,5, soit à peu près l'équivalent de 230 mm de laine de verre. Ils offrent aussi une inertie thermique très intéressante. Aucune entreprise ou maçon ne souhaitait poser ces blocs car ils ne les connaissaient pas. C'est ce qui nous a poussé à nous lancer dans l'autoconstruction. J'étais un bon bricoleur du dimanche, mais pour autant je n'avais jamais touché une truelle de ma vie. Nous avons tout appris par les forums, YouTube, un peu d'aide d'amis mais ils n'étaient pas forcément du métier, et surtout beaucoup d'expérience apprise sur le tas. Faire sa maison, c'est quand même un projet très ambitieux. Alors, est-ce que vous avez quand même fait appel à des artisans pour cette construction? Les seuls postes que nous avons fait faire sont le terrassement, l'enduit intérieur, du plâtre projeté sur les murs, les chapes liquides et les enduits extérieurs. Les fondations, les dalles, les murs, les fenêtres, l'étanchéité du toit ont été réalisés par nos soins. 2 ans et demi de travaux ont été nécessaires avant de rendre la maison un minimum habitable. Afin d'assurer un peu notre projet, nous avons réalisé une étude de sol et un bureau d'études béton à dimensionner les linteaux et les fondations. La maison a une surface habitable d'environ 170 m² et un garage plus grenier de 100 m². L'isolation du toit a un R de 10 et nous sommes en triple vitrage partout sur la partie habitable. Les fenêtres sud ont en revanche un facteur solaire plus élevé afin de laisser plus facilement la chaleur du soleil rentrer. C'est un peu l'inconvénient du triple vitrage. Près de 8,40 m linéaires répartis en 3 baies vitrées plein sud participent énormément au chauffage de la maison en hiver mais aussi en été. C'est pourquoi nous avions prévu d'installer une pergola bioclimatique permettant de protéger ou de laisser passer le soleil au besoin. En hiver, il est tout à fait possible d'atteindre 26 degrés sans chauffage en fin d'après-midi. Et en été, nous ne dépassons pas 24 ou 25 degrés. Alors j'imagine que chauffer une surface habitable aussi importante, ce n'est pas rien. Alors est-ce que tu pourrais nous faire un point sur le système de chauffage que tu as choisi pour chauffer cette habitation? La maison dispose d'un puits canadien de 50 m linéaires enterré entre 2 et 3 mètres sous le sol, ainsi que d'une VMC double flux. Le puits canadien aide à préchauffer en hiver et pré-rafraîchir en été. Par exemple, ici, il fait 3,4 degrés dehors, mais l'air soufflé dans la maison est à 20,2 degrés sans avoir été chauffé, soit un gain d'environ 17 degrés sans presque rien avoir consommé, mis à part la consommation de la VMC. Le seul moyen de chauffage pour la maison est un poêle à granulés. Sur les 3 dernières années, nous avons consommé 120 € de granulés par an, soit une trentaine de sacs. Sur les sacs, il est inscrit qu'1 kg de granulés équivaut à 4,9 kWh d'énergie. On peut donc ramener notre consommation de 30 sacs à l'année à un peu moins de 14 kWh par mètre carré par an, soit sous le seuil des maisons passives rapportées à 15 kWh. Concernant ce seuil, je ne sais pas s'il faut inclure la consommation du chauffe-eau. Si on compte 2h30 de chauffe par jour à 2,4 kW, il faudrait rajouter à ma consommation thermique encore 14 kWh par mètre carré par an. Sur le plan électrique, nous avons une facture mensuelle lissée à l'année de 85 €, incluant le chauffe-eau électrique, le four, la plaque à induction, le lave-vaisselle, un lave-linge, un sèche-linge pour une maison où vivent 2 adultes et 2 enfants.
J'ai un bruit électrique permanent d'environ 300 à 350 watts. En moyenne, la maison a besoin d'environ 16 kWh par jour en énergie électrique. Nous sommes très satisfaits des performances thermiques de la maison, mais nous sommes encore un peu trop dépendants électriquement d'EDF. Et nous souhaitions réduire nos factures électriques le plus possible, sans non plus être autonomes pour garder le confort du raccordement à EDF. À présent que cette belle présentation a été faite, je crois que nos amis sont impatients de découvrir ton installation photovoltaïque. Quel choix as-tu fait pour ton installation? Pour démarrer mon projet d'installation solaire, j'ai dans un premier temps acheté un onduleur hybride de 5 kW de la marque Sermatec. C'est une marque chinoise, mais les équipes techniques sont à l'écoute et c'est un très bon onduleur. J'y ai branché 8 panneaux de 320 watts crête sur la première entrée MPPT en septembre 2020. Ils sont disposés en portrait sur un toit plat, avec une orientation de 20 degrés. L'angle a été un peu ajusté par la suite par rapport aux photos. La première étape était donc de voir ce qu'il était possible de faire, comment intégrer et gérer cet onduleur avec la domotique et de vérifier la production par rapport à l'attendu. J'ai aussi installé dès cette étape un routeur solaire permettant d'intercepter l'énergie destinée à être réinjectée vers EDF et de l'envoyer vers le chauffe-eau. La nuit, un appoint est réalisé si nécessaire par la domotique. Comme vous pouvez le voir, j'ai drastiquement réduit ma consommation en septembre. C'est un mois où il a fait assez beau. C'était donc plutôt motivant de continuer dans ce sens. Le gain de production a été beaucoup moins flagrant sur les mois suivants. Les jours sont beaucoup plus courts et très nuageux. Cependant, malgré le routeur solaire, il m'arrivait de temps en temps de réinjecter malgré tout vers EDF, car le chauffe-eau était plein. L'étape d'après fut donc d'ajouter une batterie Pilontech de 2 kWh utile. Elle me permettait de stocker l'énergie, mais surtout d'absorber les pics de puissance demandés par les électroménagers si la puissance produite en instantané par les panneaux n'était pas suffisante. En novembre 2020, j'ai commandé 10 panneaux supplémentaires, dont 6 destinés à être branchés sur la deuxième entrée MPPT de mon onduleur hybride. Les panneaux sont en paysage, plein sud, mais avec un angle de 45 degrés. J'ai fait avec la place disponible sur mon toit, et ces deux orientations me semblent intéressantes pour optimiser la production été comme hiver. Dans ton installation photovoltaïque, il y a une particularité vraiment très intéressante. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Les 4 panneaux restants sont eux destinés à un autre test avec des trackers solaires. La structure des panneaux est faite maison en tube d'acier, que j'ai peint et lesté avec des bordures en béton. En hiver, la première rangée fait un petit peu d'ombre à la deuxième jusqu'à 10h du matin, car le soleil est vraiment bas. Mais après, il n'y a plus de soucis. Au final, en hiver, même avec 2 panneaux en moins, je produis sensiblement la même quantité d'énergie avec la deuxième rangée qu'avec la première. J'ai eu l'occasion de récupérer gratuitement des batteries plomb de type AGM en très bon état et permettant de stocker jusqu'à 10 kWh. J'avais prévu d'acheter plus de batteries Pilontech, mais j'ai finalement revendu celles que j'avais achetées pour garder ces batteries qui dureront moins longtemps, mais me permettront au bout de quelques années de valider l'énergie stockable nécessaire. Pour l'instant, je n'utilise que 5 kWh car les batteries plomb n'aiment pas trop descendre trop bas longtemps. Et il ne fait pas assez beau pour être sûr de les recharger rapidement. Concernant les trackers solaires, c'est un petit projet que je me suis donné comme challenge. J'ai la place de mettre une troisième rangée avec 3 trackers est-ouest individuels. J'ai acheté un micro-onduleur 4 entrées MPPT pour mes 4 panneaux restants et designé et fabriqué une structure pivotante en acier. Le chariot rotatif est créé à partir d'un trampoline et la rotation est réalisée grâce à un moteur 24 volts de portail battant. Un seul des trackers est motorisé, les autres sont esclaves du premier. Tout comme la pergola bioclimatique, la domotique pilote le tracker en envoyant la position du soleil toutes les 5 minutes. Là aussi, chaque tracker est lesté d'environ 200 kg de béton et la domotique peut ordonner au tracker de s'orienter dans une position plus sûre en cas de grand vent. Le 4e panneau est disposé quasiment à plat sur mon toit, ce qui est finalement assez intéressant en cas de journée nuageuse. En effet, pendant ces journées-là, j'ai remarqué que les panneaux orientés plein ciel produisent plus que ceux en pente. Pour l'instant, en hiver, le gain avec un tracker est assez faible car les journées sont courtes, de l'ordre de 10%. Cependant, j'ai déjà vu de gros deltas de production entre les panneaux de mon tracker et les panneaux fixes. C'est assez encourageant pour les journées plus longues qui pourront produire très tôt le matin et très tard le soir.
Voici le schéma de principe de mon installation solaire actuelle. L'onduleur hybride dispose d'une sortie sécurisée sur laquelle j'ai branché les équipements indispensables en cas de coupure de courant, comme les volets, la domotique, le frigo, etc. En effet, l'onduleur, bien que synchronisé à EDF, peut faire fonctionner cette sortie dissociée du phase neutre central d'EDF. Le reste de la maison est sur la ligne centrale, alimentée par la réinjection de l'onduleur hybride EDF ou le micro-onduleur 4 entrées MPPT. L'onduleur hybride se sert d'une sonde de courant sur la ligne centrale pour adapter sa puissance de réinjection provenant des batteries ou d'EDF. J'ai choisi de ne pas mettre le ballon d'eau chaude associé de son routeur solaire derrière l'onduleur hybride pour minimiser l'impact de puissance nécessaire à son fonctionnement en veille, qui est de l'ordre de 50 watts. En journée, c'est donc le micro-onduleur qui aide l'onduleur hybride à être transparent au niveau de sa consommation, et toute puissance réinjectée venant du micro-onduleur ou de l'onduleur hybride en trop est interceptée par le routeur solaire. Grâce à cela, si j'ai assez d'énergie dans la batterie, je minimise forcément la consommation électrique vue par l'Unity en journée. J'ai aussi séparé mon chauffe-eau de la sonde de l'onduleur hybride car j'avais quelques problèmes d'interaction entre le routeur solaire et l'onduleur hybride. En effet, s'il y avait une forte charge ponctuelle, comme réchauffer un café au micro-ondes, l'onduleur hybride mettait entre 5 et 10 secondes pour prendre de la puissance sur la batterie. Une fois la puissance prise par la batterie stabilisée et que mon café était chaud, pour reprendre l'exemple, le micro-ondes ne consommait plus rien, mais la batterie continuait de réinjecter pendant plusieurs minutes. En principe, rien de bien grave car le routeur solaire interceptait le surplus, mais l'onduleur hybride continuait de voir une charge qui était en fait le chauffe-eau. L'inconvénient de ce raccordement est que je ne peux pas utiliser ma batterie pour charger mon chauffe-eau. En effet, si je le force la nuit, l'onduleur hybride ne voit pas la consommation du chauffe-eau et n'injecte donc pas le courant venant de la batterie. À voir durant 2 jours meilleurs comment va se comporter l'installation, mais je juge que si ma batterie se charge durant la journée, il y a de grandes chances que mon chauffe-eau se charge également. Produisant au maximum 5000 watts instantanés, j'ai d'ailleurs bridé la charge de ma batterie à 2500 watts pour laisser les 2500 watts restants être redirigés par le routeur solaire vers mon ballon. Je n'ai pas encore de retour sur l'installation stable car c'est finalement très récent pour moi. À terme, je compte acheter une batterie d'au moins 10 kWh utilisable et mis à part cela, l'installation ne changera normalement plus beaucoup. Pour l'instant, j'ai investi sans la batterie environ 5000 € de matériel solaire et un peu moins de 6000 € si on inclut l'incaquerie, les supports et les trackers. On peut décomposer cet investissement sur 2500 € de panneaux solaires pour 5760 watts crête installés, 1800 € d'onduleurs hybrides, 500 € de tableau de protection, câble spécifique, quincaillerie, et 1000 € pour le reste en incluant les trackers, les supports en acier et tout ce qu'il me fallait. Je m'octroie encore un budget de 2000 € pour la batterie LFP sur AliExpress, certainement une 16S 280 Ah, soit 14,5 kWh maximum. Pour préserver les batteries, je les utiliserai certainement entre 10 et 90% de leur capacité à 0,25 C, ça sera suffisant pour moi. Au final, en arrondissant, on va estimer mon investissement total à 8000 € pour plus de 5700 watts crête installés. Avec cette installation, nous espérons être très peu dépendants d'EDF les 2 tiers de l'année. Nous ne comptons pas devenir complètement autonomes, car être raccordé à EDF c'est aussi un confort et nous ne souhaitons pas que la gestion de l'électricité soit une contrainte. Il n'est parfois pas évident d'adapter l'usage et la consommation des appareils par rapport à la production, et EDF nous sert encore beaucoup, surtout en hiver. À voir cependant comment va se comporter l'installation au printemps et le reste de l'année. Je ferai peut-être une nouvelle vidéo retour sur expérience, plus tard sur la chaîne d'Anthony. Merci à lui de m'avoir permis de présenter notre maison et notre projet de production solaire. Merci à toi Cyril de nous avoir partagé toutes ces informations très intéressantes. Si comme Cyril tu souhaites partager ton expérience en matière photovoltaïque, eh bien n'hésite pas, laisse un commentaire sous cette vidéo ou envoie-moi un mail. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo du solaire chez vous. Ciao ciao!